Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. T'es en 4e, tu es sur la Révolution et l'Empire, tu comprends rien. Eh ben vas-y, laisse-moi t'expliquer en 5 minutes ces deux périodes. Suis-moi. Nous sommes en 1789, la monarchie absolue française est en crise, dette énorme, impôts lourds, inégalité, colère des paysans et du tiers-état. Face à cela, Louis XVI convoque les États généraux, je te ramène à tes souvenirs de 5e, un événement qui va déclencher une période de profonds bouleversements politiques, sociaux, économiques et culturels. Mais le moment décisif, c'est quand les Français vont décider de donner une constitution à leur pays. Alors on va se demander ici, dans ces deux vidéos, comment la Révolution, puis Napoléon, vont-ils transformer la France ? Alors dans un premier temps, on va voir comment on passe de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle entre 1789 et 1791. Donc je te l'ai dit plus tôt, la France, elle est en crise. Économique, sociale, tout ce que tu veux. Le roi, vu que c'est bloqué, il décide de convoquer les États généraux. Je te rappelle, les États généraux, c'est une assemblée qui réunit des membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Lorsque les États généraux sont convoqués, on fait rédiger des cahiers de doléances aux 3 ordres, ce qui permet de faire part de la souffrance de chacun. Les impôts, l'absence de représentation, le pouvoir royal trop fort. Et, peut-être que ton prof te l'a dit, mais lors des États généraux, il y a des votes. Et les votes, ils sont simples. Il y a un vote pour la noblesse, un vote pour le clergé et un vote pour le tiers-état. Sauf que, comme tu le sais, la bourgeoisie, au XVIIIe siècle, elle commence à s'enrichir, à se développer, et elle devient même plus riche que certains nobles. Sauf que les impôts reposent essentiellement sur cette catégorie de la population. Et donc la noblesse et le clergé, à eux deux, ils représentent la moitié des députés qui sont convoqués aux États généraux. Et l'autre moitié, c'est le tiers-état. Le tiers-état, donc composé de ces bourgeois dont on vient de parler, et sur qui les impôts vont reposer, ne veulent pas du vote par ordre, puisque la noblesse et le clergé auraient donc la majorité, mais ils veulent le vote par tête, où là, ils auraient, eux, la majorité, ils pourraient lutter contre certains privilèges qu'auraient la noblesse et le clergé à leur avis. Donc les États généraux s'ouvrent, mais ça donne rien, et le 20 juin 1789, les députés du tiers-état, rejoints par certains membres des autres ordres, dans une salle à Versailles, qui est une salle en fait où on joue au jeu de paume, vont prêter serment, c'est ce qu'on appelle le serment du jeu de paume, durant laquelle ils jurent de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas donné à la France une véritable constitution et donc un changement de régime gouvernemental. Dans le même temps, le peuple commence à se révolter plus ou moins à plusieurs endroits à cause de crises notamment alimentaires, de famine, puisque l'hiver a été rude et les récoltes n'ont pas été bonnes. Et le 14 juillet 1789, le peuple de Paris se rend dans la prison de la Bastille, qui est le symbole de l'absolutisme, là où le roi fait enfermer par lettre de cachet tous ceux qu'il estime être contraires à son gouvernement et à sa façon de gérer l'État. Ils y vont à cette prison pour prendre des armes à l'origine, pour essayer de se révolter contre la garde royale. La prise de la Bastille, cette date du 14 juillet, marque le début, communément qu'on utilise pour les historiens, de la Révolution française. Donc pendant l'été, il va y avoir des petites révoltes un peu partout. Et le 4 août 1789, dans une ambiance de changement radical, les privilèges sont abolis. Plus de droits seigneuriaux, donc ça c'est dans les campagnes, plus d'exemptions fiscales, donc ça y est, les nobles se retrouvent à payer des impôts, et tous égaux devant la loi. Quelques semaines plus tard, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est rédigée. Elle affirme les principes d'égalité, de liberté, de propriété et d'opinion, notamment religieuse. Après cet été 1789, qui est riche en rebondissements, au mois d'octobre, des femmes partent de Paris pour aller jusqu'à Versailles avec pour but d'aller chercher Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants, et les ramener à Paris pour les avoir sous contrôle. Et cette marche a lieu entre le 5 et 6 octobre 1789, et c'est la fin de la présence d'un roi dans le château de Versailles, que tu as peut-être eu l'occasion de visiter si tu as eu de la chance.
Il va falloir 2 ans pour que cette constitution soit adoptée, mais en 1791, le 3 septembre, ça y est, elle est votée. C'est la première constitution écrite de la France. La monarchie n'est plus absolue, elle devient constitutionnelle, c'est-à-dire que le roi conserve le pouvoir exécutif, mais il est soumis à la loi et à l'Assemblée législative qui, elle, est élue selon un suffrage censitaire, c'est-à-dire un suffrage à l'impôt. Seuls les hommes payant un certain nombre d'impôts, un certain montant, ont le droit de voter. Ainsi, l'Assemblée propose, vote les lois, le roi doit les promulguer, donc c'est-à-dire les adopter, ou il peut exercer un droit de veto, c'est-à-dire retarder les lois, mais pas les bloquer indéfiniment. Le pouvoir judiciaire doit aussi être élu et il ne dépend plus du roi. Et dans les changements, la France est désormais divisée en départements depuis 1790 qui remplacent les anciennes provinces pour rapprocher l'administration des citoyens et non plus, ils ne sont plus sujets du roi, et ainsi limiter l'arbitraire, donc c'est-à-dire le pouvoir sans contre-pouvoir justement du roi. Sauf que cette monarchie constitutionnelle, eh bien c'est un échec. Pourquoi ? Parce que ce compromis entre ancien régime et idées nouvelles n'arrive pas à durer. Et il y a plusieurs événements qui fragilisent cette monarchie. La première chose, c'est le roi qui, parfois, accepte la Constitution, s'oppose régulièrement aux réformes. Louis XVI et Marie-Antoinette, sa femme, qui sont enfermés aux Tuileries, à Paris, enfin enfermés, en tout cas sous garde surveillée, ne vivent pas très bien la période. Je vous rappelle, il était roi absolu, il se retrouve roi constitutionnel, contrôlé par une assemblée, surveillé par des gardes publics à Paris. Il projette de s'enfuir et d'être, et c'est ce que lui propose son beau-frère, l'empereur d'Autriche-Hongrie, Léopold II, qui lui propose de l'accueillir dans son empire. Et donc, il s'agit ici d'une trahison, qu'on soit bien clair avec les termes. Marie-Antoinette, sœur de Léopold, pousse Louis XVI à fuir la France et à se réfugier en Autriche pour prendre la tête d'une armée et reconquérir la France, qui est une France révolutionnaire. Louis XVI hésite, mais le 20 juin 1791, il se décide à fuir les Tuileries avec toute sa famille et il fuit en direction de la frontière est de la France, sauf qu'il se fait reconnaître dans une ville qui s'appelle Varennes et il se fait donc arrêter, ramené à Paris, et ça brise totalement la confiance entre le roi, l'Assemblée et le peuple. En 1792, une coalition réunissant la Prusse, donc l'équivalent de l'Allemagne, et de l'Autriche, rentre en guerre contre la France révolutionnaire, avec le soutien, même s'il n'est pas montré, mais avec le soutien du roi de France. Donc il y a des guerres extérieures, il y a des tensions internes qui s'aggravent, et le 10 août 1792, Paris, la ville de Paris, se révolte, s'insurge, et on prend le palais des Tuileries. On va chercher Louis XVI, et le roi est déposé. C'est la fin de la monarchie et le début de la Première République. Louis XVI sera décapité le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette un petit peu plus après, et en France, il va se passer une grande période entre 1793 et 1799 d'incertitude pour la Première République. On va avoir un moment de terreur où les révolutionnaires vont chercher un peu partout les contre-révolutionnaires. Il va y avoir une guerre civile entre les royalistes et les républicains. Il va y avoir la guerre provenant de l'extérieur. Donc toute cette période est un peu nébuleuse. Et puis, la République va connaître des soubresauts politiques. Et en 1798, apparaît un personnage qui s'appelle Bonaparte et qui est un général républicain, retiens bien ça, qui est un général républicain qui va remporter des victoires au nom de la République. Donc, ce Bonaparte, auréolé de victoires, notamment dans la campagne d'Égypte, en Italie, et puis après une décennie agitée, République, terreur, directoire, ce Bonaparte va mettre fin au directoire par le coup d'État du 18 Brumaire 1799. Et donc, avec ce coup d'État, il devient premier consul. Durant son consulat, qui reste républicain, dans les termes en tout cas, il va mettre en place plein de changements. Au niveau politique et administratif, il va renforcer la centralisation. Il va créer des préfets dans chaque département pour contrôler les décisions locales. Il va, au niveau de la monnaie,
créer la Banque de France en 1800 pour stabiliser les finances publiques et avoir la main sur le côté monétaire. En 1803, il institue une nouvelle monnaie qu'on appelle le franc germinal, qui est une unité monétaire relativement stable. Au niveau de la loi et de la société, il met en place en 1804 le Code civil, qui va unifier le droit, affirme l'égalité des citoyens devant la loi, organise le mariage civil et autorise le divorce. Néanmoins, il y a un petit retour en arrière, enfin un gros retour en arrière quand même. Les droits des femmes sont réduits et le mari reste chef de famille. Au niveau de la religion, le Concordat de 1801 restaure le catholicisme comme religion majoritaire en France, mais l'Église devient et passe sous contrôle de l'État. Suite à ça, en matière d'éducation, il va également créer les lycées impériaux pour créer une nouvelle élite qui ne sera plus une élite, une noblesse de monarchique, mais une noblesse d'empire, qui lui sera bien sûr fidèle. Le code civil, les réformes législatives, les réformes administratives, tout ça, il se présente en héritier de la Révolution et il va dire qu'il est celui qui termine. Alors ces transformations, elles ne se limitent pas à la France métropolitaine. En effet, grâce aux conquêtes, puisque Napoléon va essayer de conquérir un véritable empire, jusqu'à aller en Russie, il va annexer des territoires et il va en faire des États clients. Les idées de la Révolution, c'est-à-dire l'abolition des privilèges, la souveraineté nationale, l'égalité, vont se diffuser en Europe. Dans les pays occupés, on adopte parfois le code civil, on réforme l'administration, on supprime les anciens privilèges. De nombreuses institutions créées pendant cette période existent encore aujourd'hui. Le découpage administratif en départements notamment, le code civil, l'idée de citoyen, l'égalité devant la loi, la monnaie nationale, la notion de l'État laïque ou de l'autorité de la loi civile sur l'ordre religieux. Tout ça, c'est issu de la Révolution, puis de l'Empire qui est sa continuité, si vous le voulez. Alors ce que tu as besoin de comprendre, c'est que la Révolution et l'Empire, ça marque une rupture radicale avec l'Ancien Régime. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, mais de la nation, c'est-à-dire des citoyens. Les sujets ne sont plus des sujets du roi, mais des citoyens. Les privilèges disparaissent, l'administration est rationalisée, elle devient plus raisonnée, elle est plus juste. Néanmoins, ces changements s'accompagnent de conflits et d'exclusions, notamment des femmes, des plus pauvres, et d'un pouvoir autoritaire sous Napoléon. Mais finalement, c'est une transformation durable. Beaucoup de nos institutions d'aujourd'hui, de nos droits, et même de notre administration moderne, vont trouver leur origine dans cette période. Alors, j'espère que ces deux petites vidéos vont pouvoir te permettre de mieux comprendre les événements et les bouleversements qu'il va y avoir à cette époque. Et si jamais tu as besoin, tu n'hésites pas, tu me contactes via sur TikTok, sur YouTube ou via Periscola. Et moi, je te dis à bientôt.